Les émeutes sont en voie d'apaisement sur le territoire français. Selon nos informations, les affrontements violents ont sensiblement diminué tout au long de la nuit dernière. Impossible d'évaluer le nombre d'individus qui ont perdu la vie dans cette guerre civile, mais il est probable qu'ils se comptent en dizaines de milliers. Pour la plupart des survivants, la priorité est désormais de trouver un abri à la campagne ou dans un bunker protégé. Les gens se réfugient dans leurs caves ou dans des souterrains avec les provisions nécessaires pour tenir jusqu'à la catastrophe annoncée. Écoutez par exemple le témoignage de cet homme que nous appellerons Gabriel. Il nous décrit ce qu'il a stocké dans sa cave. Les boîtes de conserve sont parfaites ici. Tout simplement, les boîtes de conserve nous offrent une alimentation extrêmement variée et déjà cuite, donc on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau. Mais donc on va pouvoir avoir ici des soupes, des fruits, des légumes. On va pouvoir ici intégrer des poissons, comme par exemple des sardines. Mais on peut aussi intégrer par exemple des lentilles ou du couscous. Ce sont des aliments qui cuisent très très vite. Et là, par boîte, j'ai 20 repas, donc ça fait 40 repas entre les couscous et les lentilles. C'est parfait. De son côté, le gouvernement australien vient de faire savoir qu'il renonçait à son vaste plan d'accueil de migrants lancé mercredi. 82 avions de ligne avaient été envoyés en Europe pour embarquer des personnes désireuses de gagner l'Australie, mais 14 de ces appareils ont été pris en chasse et abattus par les forces de l'Alliance africaine, alors qu'ils s'apprêtaient à faire escale au Yémen pour remplir leurs réservoirs. Pour le Premier ministre australien, il est devenu impossible d'agir dans de telles conditions. Salut les amis, c'est Tocheux. Pas perdu dans la nature, mais on n'en est pas loin. Un petit point rapide, parce qu'on marche depuis très tôt cette nuit. Hier, on est arrivé à Val. On n'a pas eu de soucis, sans encombre. On a pu contourner Brignoles. On a pu récupérer 2-3 bricoles qui traînaient dans des maisons. On a fait un bivouac rapide. On s'est installé rapidement et on s'est endormi très rapidement aussi. On a veillé les uns sur les autres, on a fait tour de garde, on a alterné tour de garde, repos, tour de garde, repos. C'est plus facile et plus compliqué à la fois. Plus facile parce que maintenant le groupe est monté à une vingtaine de personnes. Donc du coup, excusez-moi, je suis fatigué. Donc du coup, on fait des rotations beaucoup plus rapides, beaucoup plus longues justement sur les temps de repos. Après, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est au niveau de l'approvisionnement qu'il va falloir commencer à regarder la gestion et le rationnement. Mais bon, en l'état actuel de nos réserves, avec le volume du groupe, on a pour un bon 4 jours. Ça devrait le faire. Je vais souffler parce que on est parti très tôt. On a préféré partir de nuit, uniquement pour éviter d'être repéré le moins facilement possible par d'éventuels pillards ou des mecs qui voudraient s'en prendre à nos biens. On a fait le plein de batterie. Là, on est parti de bonne heure. Ouais, on est sur la route donc du lac de Sainte-Croix. On espère y être vers 13h, midi, 13h. Je sais pas, ça dépendra comment on marche. Ça dépend de l'état de fatigue, si tout le monde a pu se reposer comme il faut ou pas. On a emmené avec nous un groupe électrogène. On a trouvé ça dans un tout petit garage automobile qui apparemment était passé complètement au travers. Il reste un tout petit groupe électrogène, là, un portatif, avec quelques bidons d'essence. Donc on s'est réparti les charges et on a embarqué tout ça. Ça nous a servi à recharger nos portables, nos batteries, tout ce qui a besoin d'être branché sur un secteur. Voilà, pour l'instant, on est en route. Ça va à peu près bien. On avisera une fois qu'on sera arrivé au lac de Sainte-Croix. Voilà. Je commence aussi à être un peu fataliste parce qu'à force de marcher, on discute pas beaucoup et ça tourne un peu dans la tête. Mais il y a peut-être un moment où il va falloir se faire une raison, on sait pas. En tout cas, j'ai une pensée pour Dranael, Nico, qui a réussi à aller choper quelque chose là pour aller se barrer du côté de l'Italie. Bravo mec. Bon courage à toi, bonne chance pour la suite. Dragnael, Yannick, Phil. J'ai entendu aussi qu'un avion était tombé sur Nevers. Donc j'ai peut-être une pensée pour Damien, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, lui. Voilà. Radmassen. Raoulito, bah écoute, profite mon gars. Reste toupé. Picabou, je te dirais pas au revoir, t'aurais pu nous prévenir. Non, je déconne. Profite bien de tout ce que tu pourras avoir. J'espère que ça va bien chez toi, j'espère que tu as eu un peu de vent, j'espère que tu as pu descendre. Voilà, et tous les autres.
Bon courage, j'essaye de vous donner des nouvelles quand je peux. Bonjour, c'est Phil. Je suis désolé, je vais avoir du mal à parler parce que j'ai super mal dormi. Outre le fait qu'on a évidemment fait des rotations pour vérifier que personne ne s'introduise dans la résidence, on a fait des quarts pour être très exact. Et puis bon, il y a eu la pluie, il y a eu l'orage. Avec les news d'InfoNews, j'avais vraiment peur de me prendre un avion sur la gueule. Bref, voilà. Ce matin, il y a Bertrand qui est parti en repérage. Bertrand, c'est le voisin. Par contre, vraisemblablement, ce qui va être problématique, ça va être au niveau des enfants, parce que, il y a des cadavres qui jonchent un peu les rues, en fait, suite aux affrontements. Donc, on confirme qu'il y a eu effectivement pas mal de morts. Il dit qu'il en a vu une dizaine dans le quartier. Il va falloir qu'on prépare les enfants psychologiquement, ça va pas être évident, même moi je sais pas trop comment je vais réagir, j'ai pas vu encore. Donc voilà, donc on va prendre le départ, on est en train de récupérer les vélos du local à vélo pour essayer d'avancer un peu plus vite. Là on est en train de péter les antivols des voisins qui sont pas là pour piquer leur vélo, et on va se mettre en route dans la matinée. Voilà. Donc, mais par contre, les émeutes, ça a l'air d'être complètement terminé ici. En même temps, avec la pluie et avec l'orage, je pense que voilà. Et s'ils ont aussi bien dormi que moi, je pense qu'ils sont au moins aussi chauds pour sortir. Voilà. Bref. Du coup, on se met en route, et puis de toute façon, clairement, on peut pas compter sur les Australiens, vu qu'ils ont fait, si j'ai bien compris, ils ont fait demi-tour. Donc là, il reste plus qu'une solution, on va aller se cacher dans la colline de Pêche-David. Donc je vous tiens au courant, et si vous entendez pas de nouvelles de ma part, vous inquiétez-vous qu'à moitié, parce qu'il est très probable que je sois à vélo. Donc du coup, pour m'arrêter, envoyer les messages, ça risque d'être compliqué. A priori, je pense arriver là-bas parce que forcément, on va aussi transporter des vivres, donc on sera très très lent. Il y a un autre voisin qui est en train de bricoler un truc pour pouvoir tracter une remorque avec 2 vélos. Autant vous dire que là, on va déjà pas partir de suite. À mon avis, on partira en fin de matinée. Donc ça veut dire que du coup, ça sera en début d'après-midi a priori, puisqu'il faudra a priori bien 2-3 heures pour qu'on l'atteigne. Je pourrai reprendre l'envoi des messages. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles. À plus. Le point sur la situation mondiale à 2 jours de la chute sur le pays de Galles de la comète de Colm, qui devrait détruire une grande partie du continent européen. 300 millions de personnes en subiront les conséquences, à des degrés divers, et à ce jour, 27 millions seulement auraient été transportés hors de la zone de danger. Selon les estimations les plus optimistes, le nombre total de personnes susceptibles d'être sauvées ne devrait pas dépasser les 32 millions en tout. Les associations humanitaires dénoncent ce qu'elles appellent une affreuse débâcle et accusent les pouvoirs publics d'avoir improvisé un plan d'évacuation dans le seul but de calmer l'opinion publique, mais sans la moindre intention de succès. Écoutez Jacqueline Grandchamp, présidente de l'association Terre en danger. Le gouvernement n'a pas su prendre en compte les événements et à partir du moment que quand un camp est ouvert et qu'on n'applique pas dans ce camp les lois de la République, qu'il n'est pas contrôlé par les forces de l'ordre, qui n'est pas contrôlé par les services de l'État, on se retrouve systématiquement à des échecs. C'est ce que nous vivons. Et l'association se dit extrêmement inquiète pour ce qui risque de se passer après l'impact lui-même. Il était prévu un encadrement du périmètre pour que plus personne ne sorte ou ne rentre. Donc voilà, les inquiétudes sont fondées, mais le gouvernement a changé son dispositif. C'est pour nous, en tous les cas, une source d'inquiétude et de tension. Bonjour, alors c'est Raoulito. Comme prévu et comme promis hier, je suis allé me balader du côté de la résidence, des résidences du bloc, de résidences qui sont là-bas. Et donc il n'y a pas beaucoup de monde encore, il y a eu que quelques camions, les camions sont partis, j'ai vu 2-3 flics qui m'ont regardé de loin, mais bon, c'est rien de méchant. Et je cherche des gens, et là donc au détour je rencontre monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui parle français dans ce pays. Oui, merci, écoutez, moi aussi, ça me fait plaisir. Vous êtes qui exactement?
Alors, quelqu'un d'assez important, il se trouve que je suis monsieur de la Villardière et je travaille pour monsieur Arnaud. Et je vous avoue que je suis complètement paumé. Je ne sais pas où je suis, enfin si j'ai une vague idée, d'après ce que j'ai vu et l'architecture, on doit être à Casablanca ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça, tout à fait. D'accord. Dites-moi, vous savez ce que c'est que tout ce bordel-là? Parce que ça fait 2 jours d'avoir c'est à cause de la météorite. Rien de ce qui se passe. C'est à cause de la météorite, monsieur, enfin, oui, c'est la météorite. La météorite. Oh non, vous n'allez pas encore vacciner cette théorie à la mormone quand même. En fait, il s'avère qu'il y a eu des preuves récemment comme quoi c'est vrai de vrai. Et du coup, il y a eu pas mal de choses qui sont passées en France. Mais vous êtes parti quand, vous, exactement, de la France, là? Avant-hier soir, figurez-vous, j'étais tranquillement en train de me faire un petit brownie en dégustant une côte de porc. Et d'un seul, comme ça, sans aucune forme de civilité quelconque, j'ai des militaires qui rentrent dans mon appartement du 3e, arme à la main, en disant vous prenez vos affaires, le minimum possible, et on dégage. Évidemment, pas question de prendre l'ordinateur, quelconque commodité comme quelques bouteilles de vin ou quoi que ce soit du genre. Ils nous ont dit le minimum, vous venez, et ensuite on a enchaîné les 24 heures d'enfer. On a été ballotté d'avions de transport en avion cargo, en petit coucou, on a dormi dans un hangar. D'ailleurs, le hangar, je vous en parle même pas. C'était poussiéreux, il devait y avoir au minimum 10 cm de poussière partout. Le truc était désaffecté depuis je ne sais combien d'années. Et il y avait des familles de rats, je ne rigole pas, des petits rats comme ça qui étaient en ligne droite, qui se trimballaient tout le long de la paroi. Et sans aucun problème. Oui, c'est pas été drôle, mais comme ça, là, donc on vous avait prévenu ou vous étiez au courant de rien ou comment ça s'est passé exactement? Non, comme je vous le disais, ils ont débarqué comme ça, sans s'annoncer, sans quoi que ce soit. Ils ont enfoncé ma porte et ils nous ont embarqués. Et il y a d'autres gens, des amis à vous, des gens de Bernard Arnault ou des choses comme ça ici? Écoutez, oui, il y en a quelques-uns, mais je vous avoue qu'on n'était pas ultra nombreux non plus dans les hangars. On devait être, peut-être une quinzaine, vingtaine, grand max. En tout cas, dans le premier hangar où on nous a rassemblés. Disons que au niveau des statistiques, c'est quand même pas mal, hein. Ok, merci. Écoutez, monsieur, si je peux vous aider à quelque chose. Oui, justement. Donc, cette histoire de météorite, vous êtes sûr que c'est pas un bobard? Apparemment, non, hein. Là, en tout cas, en France, c'est devenu la panique, là, au total, hein. Écoutez, finalement, je suis peut-être bien content qu'il m'ait emmené les militaires. Par contre, oui, effectivement, vous pouvez m'aider. J'ai besoin de 2 choses. Premièrement, d'une carte à puce téléphonique, parce que ça doit faire plusieurs heures que j'essaie d'en trouver une, sauf que, étant donné que je parle pas le moindre mot de la langue de ce pays, forcément c'est compliqué de trouver quelque chose, parce que j'ai besoin de passer 2-3 coups de fil, notamment à mes collaborateurs. Et deuxièmement, est-ce que vous auriez moyen de me trouver un ordinateur et une connexion Wi-Fi? Parce que si votre truc est vrai, la bourse de Londres va s'écrouler et il va y avoir 2-3 affaires juste à faire. Écoutez, monsieur, si vous me laissez 5 minutes, je fais encore un petit tour, je dois sûrement rencontrer 1 ou 2 autres personnes, je pense, et puis ensuite, il n'y a pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut pour vous aider, la puce, l'internet, tout ça à la maison, ça fera plaisir de vous inviter, et puis il y a de la place. Écoutez, merci, ça me permettra de changer l'air de l'appart de 45 mètres carrés. Si je peux vous rendre service à quelque chose, écoutez, monsieur, c'est avec plaisir. Écoutez, voilà mon numéro, de toute façon, je vous le donne là, je l'ai écrit sur petit papier, mais normalement, c'est pas la peine, vous pourrez pas m'appeler, mais au pire, de toute façon, je suis là et je reviens et laissez-moi 5-10 minutes, d'accord? À tout à l'heure. Très bien, je vous attends là. Allez, au revoir. Hein. Au revoir. Bon, voilà, alors je vais partir à l'aventure des autres, et c'est brave monsieur, qui est très intéressant, je reviendrai le voir après, et j'espère sur un doute comme ça va être super le coin. Allez, à toutes. Bonjour, c'est Phil, en direct du bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale. Qu'on a découvert, donc ça c'était la bonne surprise qu'on a découvert à Pêche David. Il est un peu enterré sous la colline de quelques 5-10 mètres maximum pour les parties les plus profondes, parce qu'en fait il s'enfonce droit à l'horizontale et la colline remonte par-dessus. Au début on avait trouvé une entrée qui nous semblait être petite, et du coup comme on avait amené quelques outils, on a essayé de la dégager, puis finalement il y en a un deuxième qui a fait le tour et qui a trouvé une autre entrée, cette fois-ci un peu plus grande, par laquelle on a pu s'introduire. Parce qu'on essaie tant qu'à faire de faire en sorte que les entrées restent les plus petites possibles pour éviter que la déflagration puisse rentrer. Sinon, oui, donc le trajet, on est donc parti de chez moi. On a commencé de la résidence.
On a commencé à traverser donc le centre-ville parce que je dis Toulouse depuis le début, mais en fait je suis à Colomiers, un petit peu à côté. Ça reste l'agglomération toulousaine. Et donc là, il y avait des corps des gens morts un peu partout. Pas énormément, hein. On a dû croiser une dizaine de cadavres. Donc voilà, on a décidé du coup de pas passer par le centre-ville de Toulouse parce qu'on s'est dit que pour les enfants ça serait particulièrement traumatisant. Vous allez me dire entre 10 et 150, au final ils seront traumatisés quand même, mais bon, sans compter qu'on s'est dit que ça pouvait être dangereux aussi. Donc ce qu'on a fait, même si c'est un peu plus long en termes de trajet, ça a été de prendre la rocade, la fameuse rocade toulousaine. Et d'arriver donc à Pêche-David en passant par là. Alors sur la rocade, il y avait effectivement on a dû voir un ou deux cadavres en maximum, mais pas directement sur la rocade. En général, ils étaient visibles de la rocade en maximum, pas très loin quoi. Et donc on est arrivé là-bas. Et on a mis un moment à trouver les galeries. Je veux dire, on a bien dû chercher un bon gros quart d'heure avant de trouver. Et pourtant, on avait quelqu'un pour nous guider. Mais voilà, comme c'était il y a 10 ans qu'il avait fait le chantier, il s'en rappelait plus très très bien. Et les entrées, elles étaient relativement bien cachées. Je vous montrerai, je mettrai les photos dans le post. J'ai pris quelques photos. Et donc, ce que j'avais pas réalisé, c'est que ce bunker, il est en face d'AZF, c'est-à-dire qu'il y a AZF, la rocade, et la colline de Pêche-David avec le bunker dedans. Donc ça veut dire que c'est un bunker qui a subi l'explosion d'AZF, ce qui est d'un côté une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il est toujours là. La mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il y a une partie qui est écroulée et d'autres parties où clairement je m'amuserais pas à passer dessous. Donc du coup, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va essayer de trouver du matériel, des poutres. C'est une zone relativement industrielle, donc on va trouver quelque chose. Au pire, il y a la voie de train qui passe pas très loin. Si ça se trouve, on peut déboulonner des bouts du bois là qui retient les rails pour s'en servir de poutre. Voilà, donc établir le camp, c'est la priorité de cet après-midi. J'ai l'hôpital qui est pas très très loin, où il y a du courant, etc. Et donc on va aussi aller charger les équipements et les batteries externes USB qu'on a pour les appareils. Voilà, c'est la priorité de cet après-midi, établir le camp pour s'installer, pour prévoir pour après-demain quoi. Parce que demain, oui, on est jeudi, demain c'est vendredi, c'est après-demain, et puis il est passé 13h, donc c'est dans moins de 2 jours. J'espère que Dragnael va arriver à bon port, qu'elle arrivera jusqu'aux catacombes de Paris. Ceux qui sont partis en Suisse, les gars, je vous comprends pas, parce que à moins de trouver des bunkers en Suisse, parce qu'ils sont censés être connus pour ça. Ok, pourquoi pas, mais voilà, je comprends pas aussi pourquoi ils ont commencé à installer les gens au Maroc. Vraiment, je ne comprends pas. Ça me paraît beaucoup trop tôt. J'arrive pas à trouver d'explication. Voilà. Bon écoutez, je vous tiens au courant de toute façon dès que j'ai des nouvelles, dès que je serai un peu installé. Et en attendant, je check pour vérifier si vous avez posté de nouveaux messages. Voilà, donc c'était Airfil en direct de son bunker allemand. Ouais, il faut encore dire des conneries. Oui, on n'arrête pas arrêté de faire l'accent allemand, hein, c'est normal. Et du coup, je vous dis à plus. Bye bye. Salut Cécile. Ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles de beaucoup d'entre vous. J'ai une nouvelle de Raoulito. Apparemment, ça va toujours bien. Ça va même mieux parce qu'il a des personnalités par chez lui. Houhou. À force de courir partout et de s'inquiéter sur vers où aller, maintenant qu'on est posé dans l'endroit où on va juste attendre que ça arrive. J'avoue que là d'un seul coup là ça va pas. Là c'est tout con, hein. Ça vient d'un des gamins qui a un des tout petits putain, je suis tellement content de pas avoir de gamin, bordel.
un des tout petits qui a demandé mais du coup, est-ce qu'il y aura école la semaine prochaine? Du coup, on a dû lui dire que non, il n'y aurait pas école la semaine prochaine parce que il y aurait plus d'école et que ses copains, on savait pas où ils sont et que peut-être qu'on les reverra, mais peut-être qu'on les reverra pas. Du coup, on commence à réaliser que l'impact c'est une chose. Déjà qu'on n'est pas sûr que l'abri dans lequel on est suffira. On espère, mais voilà quoi. C'est, je veux dire, on sait pas ce dont sera fait l'avenir. Quand on voit tout ce qui se passe, en plus, je sais même pas si l'après ça sera possible de reconstruire ou si ça partira sur une guerre mondiale ou sur les univers post-apocalyptiques qu'on a imaginés dans la littérature, dans la culture geek en général, j'ai envie de dire. J'avoue que je suis un peu en stress là. Alors du coup, pro type, survival type ou enfin bref, un type de moi, une astuce de moi à tous les gens qui m'écoutent. Si vous êtes sur la route aussi avec des enfants et où vous êtes dans un abri terré à attendre et vous avez envie de jouer avec eux, jouer au jeu du ça va pas me manquer. J'avoue que ça permet de se focaliser un peu sur le positif, même si je veux dire là ça écope qu'une partie de l'angoisse dans laquelle je suis en train de rentrer, mais ça aide à changer les idées, à se focaliser sur des choses qui nous font sourire au minimum. C'est donc du coup de lister toutes les choses qui vont disparaître et qui vont pas nous manquer. Alors des exemples comme ça, c'est les appels des plateformes d'appel qui donc du coup essaient de vous démarcher, le démarchage par téléphone, voilà, c'est ça que je cherchais. Ou moi je sais pas, vous pouvez sortir, par exemple, j'avais touche pas à mon poste, ça par exemple ça va pas me manquer. Voilà, il y avait plein de choses. Emmanuel Macron, il va pas me manquer, mais malheureusement je pense que lui il va s'en sortir. Voilà, enfin bref, non, je sors des conneries comme ça, mais j'ai du mal. J'avoue que là, grosse baisse de morale, en plus j'ai aucune nouvelle de vous, donc ça aide pas. Voilà. J'ai l'impression que le monde d'après va pas forcément être très joyeux. Je suis inquiet. Je suis très inquiet. Je suis inquiet à court terme, à long terme. Je vois pas le bout du tunnel de ce bordel, quoi. J'aimerais bien qu'on puisse juste revenir en arrière. Qu'on puisse juste dire dès le début non mais c'est bon, la comète c'était une vanne, qu'on puisse changer nous-mêmes le cours du temps. Je sais, on en est à avoir de la pensée magique, des trucs très cons comme quand quelqu'un décède dans un accident, on dit si je l'avais avant pour lui dire de pas partir. Je suis exactement dans cette pensée là en ce moment et je serais prêt à tout donner pour pouvoir revenir en arrière, quelques années en arrière et être lanceur d'alerte pour dire je viens du futur et voilà ce qui se passe. Si vous élisez Trump, voilà ce qui va se passer. Oui, c'est le visiteur du futur pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vous le conseille, c'est une très bonne série. Il vous reste plus de très très longtemps pour pouvoir la regarder. Voilà. Enfin bref. Je vais vous laisser. Il faut que je retourne avec le groupe. Je m'étais un peu isolé. Je suis désolé pour la réverb. Du coup, c'est pas forcément très agréable d'écouter mes messages. J'aimerais bien écouter les vôtres. Appelez-moi, s'il vous plaît. Ouais, c'est Tocheux. À vrai dire, je sais plus où je suis. C'est les grottes. Des grottes. Je suis arrivé au lac de Sainte-Croix, y a pas de souci. Seulement, c'était blindé de monde. Beaucoup de gens qui attendaient, je sais pas quoi d'ailleurs, à découvert, un terrain découvert avec des campements de fortune. Et apparemment, je suis essoufflé parce qu'on a crapaqué un petit peu plus pour remonter, nous. Il y avait quelqu'un qui était un peu du coin, qui connaissait la région et qui avait entendu parler de grottes ou de maisons troglodytiques ou je sais pas quoi. Donc on est monté et effectivement il y a des maisons, des constructions qui sont taillées à même la pierre et qui s'enfoncent relativement profondément dans la colline ou dans la montagne, je sais pas ce que c'est vrai que c'est haut.
Il fait super beau à l'intérieur, ça change un peu parce que les dernières heures de marche ont été un peu difficiles. On a monté tout le Bardat, où j'ai l'impression qu'il y a quelques groupes dans le contrebas là, qui commencent à nous suivre, ou qui nous ont suivis et qui justement voulaient voir ce qu'on faisait. Ça a dû les intriguer un petit peu, donc on est en train de s'installer. Il y avait un bled juste à côté, on a en profité pour recharger une espèce de carriole là, s'atteler à 3 ou 4 et ramener le reste par les chemins forestiers. On a ramené des planches, tout ça, on va essayer de calfeutrer le tout un tout petit peu. On va prendre une bonne nuit de repos, je pense. On va continuer les tours de garde. On va aller fureter dans les horizons, dans les environs, parce que l'horizon ici, vu qu'on est dans une vallée, c'est un montier entier, on va avoir du mal. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra être du bon côté du versant du souffle. C'est-à-dire qu'on pourra être protégé. Mais bon, de toute façon, on compte s'enterrer assez profond. Et on verra ce que ça donnera après. Voilà, je vous débriefe pas plus. Je vais vraiment, je vais me jeter dans la flotte, tant qu'il y en a encore un peu avant qu'elle se vaporise, on sait jamais. Puis je vais aller me reposer. Et puis, on verra le programme de demain, vu que maintenant on est arrivé quasiment au bout du chemin. Je sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Bon courage à tous. Bonne chance. Puis peut-être à bientôt et peut-être pas. On sait jamais. Allez, au revoir. Flash spécial, le président Trump menace le Mexique de sanctions nucléaires dans les 24 heures. Dans une déclaration solennelle au Congrès, le président américain a appelé le gouvernement mexicain à prendre une décision rationnelle en évacuant une partie de sa population vers le sud pour céder la place aux migrants européens. Je suis ici ce soir pour délivrer un message d'union et de force. Nos ogives nucléaires sont prêtes à être lancées et elles le seront dans les 24 heures. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger notre nation de cette immigration radicale. Nous ne pouvons pas permettre que notre sécurité soit mise en danger par des extrémistes. Le Mexique a donc jusqu'à demain vendredi pour se soumettre, demain à midi heure de Washington, soit 18h heure française. Salut, Yannick Doc, toujours en Suisse. Deuxième journée blanche pour moi. Toujours malade, la fièvre est revenue. J'ai encore rien fait aujourd'hui, quoi. J'ai pris la voiture, j'ai fait à peine 2 km, j'y arrivais plus, je voyais plus rien. Je me suis à moitié foutu dans le bas-côté. Et puis, j'ai dormi, quoi. Donc, ouais, pas top. C'est un peu la merde, quoi. Du coup, Phil, tu demandais pourquoi on était partis en Suisse, les gens qui sont partis en Suisse. Je t'avoue que je me demande, hein. Putain, quelle connerie, quoi. Je m'attendais pas à avoir des panneaux, tu sais, un bunker à 200 mètres, trucs comme ça, quoi. Mais bon, depuis que je suis tout petit, on dit toujours la Suisse, dès qu'il y a un souci et tout, faut aller là-bas, ils ont plein de bunkers, ils ont des trucs pour se protéger et tout. Moi, je sais pas. Je commence à me dire que c'est des légendes urbaines, quoi. On verra. Il reste encore 2 jours. Ouais, il me reste, il me reste à peine 2 jours pour arriver à l'objectif du château. Je vais tout miser là-dessus, hein, parce que bien le choix. Donc, on verra bien, hein. Ça sera la surprise. J'espère que ça ira mieux demain. Enfin, si ça va mieux dans la nuit, je partirai dans la nuit, j'en sais rien. Je verrai bien. Je vais voir. Ah ouais, puis Phil, qu'est-ce qui il va pas nous manquer, là? Moi, j'en ai un. Oh putain. C'est tes conseils de films pourris. ça manquera pas. Bon, allez, je rigole. Prends soin de toi, hein. Essaye de garder quand même le moral. Et puis, allez, à bientôt. Merci encore. C'est bon, c'est pour se couler, là, je vais reposer le verre. Donc, oui, je suis toujours à Sarah Salam derrière, avec monsieur Jean-Luc Larache. Monsieur Jean-Luc Larache. Et merci d'avoir accueilli. Donc, je vous ai croisé là, vous m'avez invité à prendre un petit verre. Alors, c'est bien les tubis de vin, comme ça, les petits tubis, là, c'est bien pratique. Mais alors, du coup, pouvez-vous rapidement expliquer ce que vous m'avez dit, comment vous êtes arrivé ici, tout ça? Écoutez, en fait, moi, j'avoue que je comprends pas très bien. Il se trouve que moi je travaille à la Cinémathèque française, hein, donc je fais partie d'un vaste programme qui a été lancé il y a à peu près 2 ans, si je me souviens bien, où on m'avait contacté pour me demander de travailler d'effectuer un gros travail d'archivage, de concentration
de données filmiques, autrement dit de films, de documents cinématographiques qui ont pu être créés depuis l'invention du cinéma. On m'a demandé de procéder à un archivage, donc avec évidemment toute une équipe dont j'avais la charge, pour soi-disant sauver donc le patrimoine mondial cinématographique. Alors il fallait que je conserve au moins un film par pays, si ce n'est plusieurs, pour les pays cinématographiquement les plus importants, dont font partie d'ailleurs la France, le Royaume-Uni notamment, hein, qui sont des pays très très développés en matière de cinéma. Et donc là, j'avoue que je ne comprends pas très bien parce que je me retrouve dans une espèce de circuit maintenant où j'ai vraiment l'impression que ce que je fais ne va pas servir à faire un festival ou une sorte de rétrospective mondiale comme on me l'avait annoncé, mais j'ai vraiment l'impression que, en gros, tous les films que mon équipe et moi avons sélectionnés seront bientôt les seuls films que nous pourrons voir sur notre planète. Alors j'avoue que je m'interroge. Ah oui, bah je peux comprendre. Vous m'avez, bon ça on en a discuté avant, effectivement, hein, on résume là pour les gens, parce que ça c'est, on a quand même un petit peu fiché votre QB. Mais dites-moi, alors dans le pratique, vous m'avez dit, donc c'est arrivé il y a 2 jours hein, à peu près. Vous étiez chez vous, et puis vous étiez où chez vous, à votre bureau, n'importe, je sais pas. Exactement, c'est ça. Donc j'étais à mon bureau, là j'étais en train de regarder un film tchèque donc des années 20, une petite merveille. Que il faut absolument vous voyez d'ailleurs. Et donc d'un coup là je reçois cet appel, donc ce type là qui me décrit une identité un petit peu obscure, qui m'explique qu'en gros c'est très important, il faut montrer les films du monde entier, il faut faire une espèce de grand panorama global de tout ce qui a été fait sur les 5 continents. Avec du coup un axe particulier sur l'Europe de l'Ouest, notamment la France et le Royaume-Uni. Donc j'imagine que vu que nous sommes à Paris, évidemment, il va de soi que le cinéma français doit être représenté puisque c'est là où je travaille. Le Royaume-Uni, c'est le pays voisin, c'est un pays très développé. Donc voilà, donc j'ai accepté. A priori, c'était le ministère qui m'envoyait, qui m'a passé des coups de fil. J'avoue que je n'ai pas signé de papier, je n'ai rien fait. Ça me paraissait très sérieux et je ne vous cache pas qu'il y avait aussi un solide cachet qui m'a été proposé, qui m'a un petit peu émoustillé. Voilà. Ouais, on devine bien l'idée. En fait, c'est un peu la technique des petites mains qui se connaissent pas, quoi. Comme ça, tout le monde fait le boulot et puis à la fin, on récupère. Alors là, donc il y a 2 jours, vous avez été récupéré par la police à votre bureau ou ailleurs, et le voyage pour venir ici, vous avez une idée de comment ça s'est passé? Vous étiez travaillé parce que j'ai demandé à lui et à un de vos voisins et encore à 2 autres personnes d'ici là. En gros, c'est à peu près le même schéma. Il y a 2 jours, les policiers ont débarqué, toc toc, bonjour monsieur, prenez vos affaires, votre brosse à dents et il faut y aller. C'est un peu comme ça chez vous? Oui, exactement. Donc, alors moi, donc effectivement, ils ont débarqué chez moi. Ils m'ont même pas autorisé à prendre mon animal de compagnie avec moi. Donc, qui est à l'appartement. J'espère que je pourrai revenir parce que le stock des croquettes commence à s'épuiser là. Alors, ils m'ont dit de prendre mes affaires, de bien prendre mon ordinateur, mon disque dur, mes données. Les éventuelles copies de films que j'avais sur moi. Ensuite, on est passé vite fait à la cinémathèque pour récupérer en fait toute la base de données que j'avais emmagasinée depuis qu'on m'a demandé ça. Donc les disques durs, les copies 35 mm aussi pour les films les plus anciens qui n'ont pas encore été numérisés. Donc voilà, donc on a chargé ça dans une espèce de break noir avec vitre teintée. Alors j'avoue que je me demandais vraiment où on était. Mais cela dit, bon, j'avais un collaborateur, un interlocuteur par contre qui était extrêmement gentil et qui du coup me faisait bien comprendre qu'il y avait un intérêt véritablement culturel de la mission et que en gros voilà quoi, c'était vraiment tout à mon honneur d'aller jusqu'au bout de la mission. Donc je l'ai fait, mais j'avoue que j'étais un peu paniqué par ce sentiment de stress. J'avais l'impression de détenir des documents secrets entre les mains, alors que bon, il s'agit de films, hein, c'est important, la culture, mais voilà. Écoutez, c'est pas très grave. Moi, écoutez, merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser. J'ai une dernière petite question. Vous pensez quoi de l'histoire de la météorite? Je pense quoi de quoi, pardon? L'histoire de la météorite. Vous vous souvenez de cette histoire de météorite qui est la météorite qui va tomber? Vous savez, de toute façon, moi je travaille dans le cinéma, donc que voulez-vous que je vous dise, à part le fait que d'une part, il s'agit d'un scénario très téléphoné, donc franchement, c'est pas très original, et je pense que si vraiment
il y a une volonté de faire peur aux gens pour simuler une attaque extraterrestre, une chute de météorites ou une invasion des Russes ou je ne sais quoi. Bon, Orson Welles avait déjà fait le coup avec la guerre des mondes à la radio il y a environ 70 ans, ça avait bien marché, c'était rigolo. Mais je pense vraiment que là, on pourrait peut-être imaginer un peu autre chose pour créer un véritable mouvement politico-social. Donc je n'y crois pas personnellement. C'est archi téléphoné, il suffit de voir tous les films de Roland Emmerich, par exemple, pour deviner que ça peut pas se passer comme ça. D'autant plus que je m'appelle pas Bruce Willis, donc je ne vois pas pourquoi je serais embarqué dans ce genre d'affaires. Voilà. Donc en gros, moi je pense qu'il s'agit de bluff et que nous avons là affaire à une immense supercherie. Bon bah écoutez, je me suis servi pendant qu'on parlait santé et puis merci beaucoup pour votre témoignage. Allez, je vous en prie, et puis voilà, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Salut tas de gros, c'est Hakim. Voilà, je vous ai pas contacté depuis 2 jours, j'avoue, parce que ça a été putain d'intense. Je vous avais laissé en vous disant que là, je laissais tomber le CNES et essayer de savoir qu'est-ce qui s'organisait. Maintenant, je me démerde seul, chacun pour sa gueule. Et là, je cherchais un petit aérodrome, parce que les gros avions, ça allait être trusté. Et là, donc, il m'a fallu partir. Je vous résume ma journée d'hier. J'ai réussi à me choper une bagnole, encore en état de fonctionnement, avec un petit peu d'essence. Et je faisais en fait à chaque fois 2-3 bornes et je m'arrêtais, siphonner tout ce que je pouvais. J'ai siphonné tellement d'ailleurs que je commence à rôter de l'essence, je vous raconte pas mon haleine. Bref, je me suis rendu dans le sud en espérant trouver un petit aérodrome, parce que de toute façon les frontières allaient être fermées, alors si je pouvais essayer de passer par-dessus, c'est la plus simple. Donc, je suis allé jusqu'à Pamiers en fait, c'était le 3e petit aérodrome que j'ai trouvé, c'est en direction de Foire en fait. Et là, il y avait un BR400 encore en état de marche. C'était génial. Bon, là, petit problème, c'est qu'il était à moitié vide. Alors, ouais, donc franchement, pour passer au-dessus des montagnes, ça l'aurait fait, mais alors clairement pas pour les rejoindre le Maroc. Donc, j'ai commencé je me suis dit, il faut quand même que j'aille chercher un peu d'essence, enfin de kéro, là-bas c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, fallait que j'aille j'ai dû faire tous les petits aérodromes du coin, encore, en me dégotant une petite remorque pour récupérer un peu de contenance, quoi. Alors là, donc ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé jusqu'à Muret, je suis même allé de l'autre côté de Toulouse. Enfin, je vous avoue, je suis pas allé jusqu'au gros aéroport, à Blagnac, parce que là, ça allait être l'horreur. Bon, je suis allé et j'ai pu récupérer tout ce dont j'avais besoin. Là, je vois, j'ai pu récupérer suffisamment de kéro et j'en ai profité pour faire un petit crochet par une grande surface pour aller me faire un petit peu plaisir, parce que c'est la fin du monde, je vous rappelle. Donc oui, alors toi, mon cher Phil, je sais que tu es en train d'essayer de prendre la vie par le bon bout, etc., pour pas déprimer. Moi je fais pareil, mais dans un autre style. Je me suis récupéré quelques bières, j'ai récupéré un écran plasma, ouais, j'ai toujours rêvé d'en avoir un, et là je me mate un peu de clips, puis après je vais me faire une petite partie de PS4, Voilà, je me fais péter le bide, je prends quelques provisions, et demain matin, je me lave avec les poules. Bon, je picole pas trop, j'ai pas envie de me retrouver avec la gueule de bois, surtout pour la première fois que je vais faire décoller un avion. Ça va être la joie, c'est un ULM, mais bon, ça compte. Donc, demain, je me lève avec les poules, sur le coup des 6-7 heures, je fais démarrer le machin, et je me casse. Hors de question que j'essaie de trouver un bunker qui va pas résister. De toute façon, j'aurai pas le pognon. Donc, je vous appelle demain matin, juste avant de décoller, et ça sera probablement un adieu. Parce que, soyons honnêtes, je sais pas si je réussirai à atterrir. Bon, allez les mecs, à demain. Salut Arthur Froment, voilà, je appelle de la part de Phil qui demandait un petit peu des nouvelles. Bon, désolé Phil, par avance si j'ai pas pu te répondre incessamment sur les 2-3 jours avec le décalage horaire du côté d'Australie. Avec en plus l'événement dramatique qui s'est survenu par rapport aux avions. Il y a eu une journée de deuil national
quitter à la base 3-4 jours, mais bon, vu les circonstances de la comète et peut-être du cataclysme, pour l'instant ça a été ramené à une journée de deuil national, a annoncé le Parlement australien ainsi que son Premier ministre. Bon, je ne vais pas situer non plus la situation aux États-Unis avec Donald Trump qui est toujours aussi malade et dérangé. Non, ça va être trop déprimant. Je suis un petit peu dans un état de dépression assez sévère, donc j'ai pas besoin d'antidépresseurs, mais bon, j'arrive pas à trouver le moral. Alors j'essaye un petit peu d'aider les uns des autres du mieux qu'on peut, mais c'est vraiment pas la joie. Et j'ai beau m'extraire en faisant un petit peu autre chose, en écoutant énormément les Beatles, les Rolling Stones, un peu de la Britpop avec Pulp et Suède notamment, du heavy metal, enfin du trip-hop, enfin beaucoup de musique, voire quasiment tous les jours pour décompresser. Mais j'arrive pas. À l'idée de l'annonce dans 2-3 jours, suivant décalage horaire, j'arrive pas à penser à autre chose. Et bon, Phil, tu me manques énormément. Si j'étais auprès de toi, je pense que bon, on se serrait les coudes. Et un petit peu, beaucoup d'accolades amicales, ainsi que Yannick Doc ou Tocheux, par exemple, qui sont restés un petit peu plus sur place du côté de l'Europe. Vous manquez tous, je vous aime tous, et bon, pour l'instant, je n'ai rien d'autre chose à dire que prenez soin gaffe les uns des autres, et puis je vous aime infiniment. Et puis d'ici là, on verra la situation dans quelques jours. Voilà, que c'est triste tout ça. Salut Phil, salut le 163, c'est Pat. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle des catacombes. On est maintenant 21, alors seulement 21. Suite à mon dernier appel, il y en a 2 qui ont entendu, qui sont venus nous rejoindre. Sinon, ce sont des amis d'amis qui ont choisi de rester et pas de partir. Alors avec ces 21 et 40 bras, on a pu en descendre beaucoup plus. On a réservé un grand espace dans les catacombes. Je dirais qu'on a facilement 500 mètres carrés. Il y a une quinzaine d'alcôves où dedans on a fait des chambres, on a même fait un chiotte. Dans la grande pièce principale, on a entassé tout ce qu'on a descendu. On en a descendu on en a calculé, on a plus de 200 jours de nourriture, et ça sans se rationner. C'est beaucoup plus qu'on prévoyait. Pour les toilettes, on a trouvé un truc super génial. On avait un trou super profond, on voit pas le fond. On l'a recouvert de planches, et comme quoi la bonne humeur est revenue. On avait des plaisanteries sur le fait qu'on avait réveillé un monstre millénaire du fin fond du trou. Bref. On a fait les chambres, un truc sympa avec tout le matériel de Paris-Plage qu'on a récupéré. Donc autant dire qu'on peut coucher énormément de monde. Je relance l'appel, on a de la place, on a de la nourriture. On a un petit souci par contre pour tout ce qui consomme de l'électricité, ça c'est pas terrible. On a des dynamos mais on n'a pas de batterie. Alors faut tourner la manivelle pour que ça fonctionne. Ça produit assez d'électricité pour les portables. Les ordi portables, pour l'éclairage aussi, mais on va se muscler. C'est sûr que pour charger un ordi, on a déjà fait l'essai. Faut se relayer pendant un peu moins d'1 heure, mais il faut se relayer. Et après, on a un portable de charger. Alors c'est cool, dans un sens. C'est un peu grand luxe ici, puisqu'on a même réussi à mettre du Wi-Fi un peu partout, avec des petits Raspberry. On a couvert tout notre espace en Wi-Fi. Donc, c'est pas le palace, mais ça va nous permettre d'attendre dans de très très bonnes conditions. On est ravis. On n'a pas de chauffage non plus. Pour le moment, ça va. J'ai peur que si on attend trop longtemps au fond du trou, ça risque de devenir un peu difficile après. C'est pas super chaud non plus. C'est beaucoup plus frais qu'à la surface. On n'a rien pour manger chaud non plus. Bon, on va se débrouiller. C'est pas des vacances de toute façon. On est là pour survivre. On fait ça dans l'urgence et on fait ce qu'on peut. Mais visiblement, tout le monde a retrouvé le sourire.
On a pris un peu d'avance et on s'est mis à copier tous nos MP3, tous nos films sur des disques durs pour pouvoir se divertir un peu. On a récupéré une guitare aussi. Et il nous manque le guitariste. Donc, si tu es guitariste et que tu m'entends, je plaisante, c'est pas drôle. Tu peux venir, tu auras tout le temps d'apprendre à jouer la guitare. On a aussi pensé à l'après. On a pris des graines de fruits, du blé pour les planter. Il paraît que les lentilles poussent dans le coton, donc on n'a pas eu le temps de vérifier, mais on va tenter la chose. On va faire pousser des champignons aussi, mais ça pousse super bien dans les sous-sols de Paris. On le sait, mais personne ne l'a jamais fait, donc ça va être beaucoup d'expérimentation. Voilà pour l'inventaire. Samedi, on va sceller la porte d'entrée avec des parpaings, du ciment, histoire que tout soit bien étanche. Continuez d'envoyer les messages, ça nous fait beaucoup de bien de les entendre.